factuellement, on dit aussi en droit de facto, Taïwan peut être considéré comme un État indépendant, puisqu'en fait, il fonctionne exactement comme un État indépendant. Il y a quelques semaines, un député LFI, Aurélien Taché, se retrouvait au cœur d'une polémique, ma foi, plutôt intense. À l'origine, un tweet assez clair, net et précis. Taïwan est chinoise. Alors il faut savoir que c'était une réponse à un internaute qui lui reprochait de voir le Japon comme une menace contre la Chine, et non pas l'inverse. Et évidemment, ça a provoqué un tollé. Et alors quand quelqu'un l'a interrogé sur la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes, il a tenu à justifier ses précédents propos. Et autant vous dire que ça a suscité un vrai débat sur le statut de Taïwan, sur sa politique, sur son histoire, etc., etc. Certains, et même beaucoup, ont été tout de suite scandalisés. Quant à d'autres, ils lui ont donné raison en évoquant notamment la position de la France qui tiendrait à peu près le même discours et la même position qu'Aurélien Taché. Et donc pour clarifier ce sujet, qui semble quand même être assez méconnu, en tout cas pour beaucoup de personnes, je suis allé à la rencontre de Marc Julienne, qui est directeur du centre Asie à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et donc on a pu discuter de ce statut assez unique de l'archipel. Donc d'abord reprenons un peu le tweet d'Aurélien Taché. Dans ce dernier, il aborde deux dimensions. Une dimension ethnique, en mentionnant notamment les Han, et une autre historique. Selon lui, en fait, les Taïwanais, qui sont en grande partie des Han, ne peuvent pas réellement représenter un peuple distinct. Le problème, c'est que cette raison ethnique, elle est un peu fragile. En tout cas, pour M. Julienne, c'est une raison clairement pas suffisante. Alors c'est exactement la vision du Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois, depuis Mao, a vraiment une vision de la Chine qui est ethno-nationaliste, c'est-à-dire qui repose sur l'ethnie Han. Et c'est pour ça que d'autres ethnies sont souvent réprimées ou marginalisées dans la société, comme les différentes ethnies musulmanes, les Tibétains qui sont réprimés, ou les Mongols, par exemple, dans le nord de la Chine. Donc, si on considère cette vision ethno-nationaliste, d'ailleurs venant d'un député français, on peut s'interroger, puisque quelle est l'ethnie française, quelle est l'ethnie belge qui forme l'État belge, quelle est l'ethnie suisse par exemple, un pays qui est multilingue par exemple. Donc est-ce que l'argument ethnique est suffisant pour qualifier un pays, un État-nation? À mon avis, la réalité des États qui sont reconnus par l'ensemble de la communauté internationale, y compris en Europe et même la Chine, à mon avis, n'est pas suffisant. De manière ethnique, quand même, pour entrer dans le détail à Taïwan, il y a une majorité de Han, alors même si on pourrait entrer dans le détail, puisqu'en réalité, les Han donc, qui viennent du continent, certains sont en réalité des minorités de la province du Fujian, sur le continent, mais en face de Taïwan. Et parmi eux, parmi ces continentaux, c'est comme ça qu'on les appelle à Taïwan, certains sont arrivés à la fin du XVIIe siècle, quand l'Empire a pris le contrôle de Taïwan, l'Empire chinois a pris le contrôle de Taïwan, donc déjà c'est une histoire récente. Ce n'est qu'à la fin du XVIIe siècle que la Chine a vraiment pris le contrôle de Taïwan. Et puis il y a une seconde vague d'immigration des continentaux vers Taïwan, c'est celle de Chiang Kai-shek. Plusieurs millions de soldats, mais aussi leurs familles, qui se réfugient à Taïwan entre 1947 et 1949. Donc sur le plan, et puis pour terminer sur le plan ethnique, c'est une majorité de la population, mais les populations les plus anciennes, les plus historiques, les populations millénaires qui sont présentes à Taïwan, ce sont des Austronésiens et qui sont toujours présents. Le gouvernement de Chiang Kai-shek, ce général chinois donc, qui a gouverné Taïwan pendant presque 40 ans sous le régime d'une dictature militaire, lui a, disons, mis sous le boisseau, a réprimé ces minorités ethniques. Aujourd'hui, ces minorités sont davantage valorisées, on reconnaît les droits de ces minorités-là. Donc la question ethnique à Taïwan, finalement, elle n'est pas si simple que ça. Ce ne sont pas que des Han, et les Han sont issus finalement d'époques différentes, avec deux vagues d'immigration sur plusieurs siècles. Et donc c'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et juste, j'imagine que les Han sont aussi dans d'autres... Enfin, il y a une Han dans d'autres pays, peut-être pas qu'en Chine et à Taïwan. Ou qu'ils auraient donc en théorie la légitimité de dire bon bah eux aussi sont des Han, donc on peut les considérer comme nôtres.
À ce moment-là, voilà, si on considère la question ethnique, l'essentiel des Han sont quand même concentrés en Chine continentale, également à Taïwan. Toutefois, il y a une diaspora chinoise à travers le monde depuis des siècles. Est-ce qu'on peut les considérer comme des Han? Est-ce qu'à ce moment-là, ça veut dire que là où il y a des Han, ça appartient à la Chine? Donc c'est pour ça qu'à mon avis, cette vision ethno-nationaliste est totalement une impasse en fait. On ne peut pas analyser comme on ne peut pas analyser aucun pays à travers le monde simplement et purement sur la question ethnique. Et c'est valable pour Taïwan. Le deuxième point abordé par la justification, c'est l'élément historique. Il mentionne la fuite des nationalistes à Taïwan qui aurait fait en fait sécession. Alors d'abord, le terme de sécession est assez contestable en fait. Tout simplement car le gouvernement nationaliste réfugié à Taïwan en 1949 n'a ni proclamé l'indépendance de Taïwan, ni revendiqué la création d'un nouvel État distinct. Au contraire en fait, il se présentait comme la continuation du seul État chinois existant. D'autant plus que la RPC n'a jamais exercé de souveraineté effective sur le territoire de Taïwan. Mais malgré cela, comment expliquer alors que certains, même politiquement, considèrent Taïwan comme faisant partie de la Chine? Eh bien, voici l'explication par M. Julien. Pour les autorités de Pékin, il y a une ambiguïté entre ce qu'on appelle ou ce qu'ils appellent la Chine et la République populaire de Chine. La République populaire de Chine, c'est un régime politique en place depuis 1949. Et la Chine, c'est une idée un peu floue qui a traversé les âges, des siècles, des millénaires, avec différents empires, puis l'avènement de la République en 1912, puis de la République populaire de Chine en 1949. Et donc il y a une ambiguïté sur la désignation de Taïwan comme faisant partie de la Chine. Si c'est faire partie de la Chine populaire, de facto, je ne crois pas que ce soit le cas. Est-ce que ça fait partie de la Chine? Là, on entre dans un paradigme qui est plutôt culturel et historique. Quelques mots peut-être sur la dimension historique. J'ai précisé que la Chine, l'empire chinois avait commencé à contrôler Taïwan à partir de la fin du XVIIe siècle. En réalité, avant cela, si je mets de côté les populations austronésiennes qui sont présentes, comme je l'ai dit, depuis des siècles, des millénaires, c'était des colonies européennes, notamment les Portugais, qui étaient très présents. Les Français ont été également présents à Taïwan. Mais à partir du XVIIe siècle, les Chinois sont arrivés, et encore c'était les restes de l'empire Ming qui était en déliquescence sur le continent et qui s'est réfugié, comme quoi l'histoire parfois se répète, qui s'est réfugié sur l'île de Taïwan à la fin du XVIIe siècle, mais en réalité n'a contrôlé qu'une seule partie de l'île, plutôt la partie occidentale de l'île. Et puis finalement ça a été une administration assez lâche, dans le sens où il y a eu peu de développement de l'urbanisme, des infrastructures, de l'agriculture. Ce développement-là a vraiment été initié quand les Japonais ont colonisé l'île de Taïwan en 1895 à l'issue d'une guerre contre l'Empire chinois qui a été remportée par l'Empire japonais. Et donc ensuite, pendant 50 ans, de 1895 jusqu'à 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Japonais qui ont vraiment administré l'ensemble de l'île. Les Taïwanais, pour la plupart, parlaient japonais. C'est le Japon qui a développé le système éducatif, le système urbain, le système agricole, et donc jusqu'à une époque finalement assez récente, puisque c'est jusqu'à 1945. Donc je pense qu'on ne peut pas dire de manière trop simple que Taïwan est une île peuplée par des Han et qu'elle a historiquement toujours appartenu à la Chine. En réalité, à la fois l'histoire et la question ethnique est beaucoup plus complexe que ça. Donc désormais, essayons de zoomer un petit peu et de s'intéresser aux faits actuels, notamment à travers deux questions. Première question, tout simplement, comment les Taïwanais aujourd'hui, 80 ans presque après 1949, comment se considèrent-ils, comment s'identifient-ils? Car pour certains, et de toute évidence, eh bien, ils ont quand même leur mot à dire. À Taïwan, il y a une université, NCCU, qui fait des sondages, même plusieurs fois par an, depuis plus de 20 ans, sur l'identité, en tout cas le sentiment d'identité des Taïwanais. On a à peu près 63% des citoyens de la République de Chine, donc, qui vivent à Taïwan, qui se considèrent comme Taïwanais, donc qui revendiquent une identité taïwanaise. Il y a un peu plus de 30% qui se revendiquent à la fois taïwanais et à la fois chinois. En revanche, les citoyens taïwanais qui se revendiquent uniquement chinois, on tombe à un peu plus de 2%. Donc finalement, l'identité chinoise se réduit d'année en année, de décennie en décennie, pour une raison assez simple,
c'est qu'aujourd'hui, de génération en génération, tous les Taïwanais sont nés à Taïwan. Beaucoup d'entre eux ont peu de liens avec la Chine continentale, avec la Chine populaire. Et donc, même s'il ne faut pas nier que culturellement, il y a un terreau culturel commun, puisque sur le plan linguistique, alors non pas que le mandarin soit la langue parlée par tous les Taïwanais, il y a aussi des dialectes, mais c'est quand même l'une des langues officielles à Taïwan. Donc il y a un terreau commun sur le plan linguistique, sur le plan religieux également, avec le bouddhisme notamment, et sur un plan historique et sur un plan ethnique éventuellement, etc. Mais encore une fois, ça ne fait pas l'ensemble de la culture d'un peuple. Taïwan, c'est une démocratie très jeune, hein, c'est une démocratie depuis 1987 seulement. Enfin, la transition démographique s'est amorcée à la fin des années 80 jusqu'aux premières élections au suffrage universel direct en 1996. Et donc aujourd'hui, toute la population, la part de la population qui est née dans les années 90 n'a connu qu'une Taïwan démocratique, extrêmement moderne, extrêmement connectée d'ailleurs au reste du monde, au Japon, puisque les relations avec le Japon sont restées excellentes, extrêmement connectée aux États-Unis, mais également à l'Europe. Donc il y a le temps passant, en fait, il y a des cultures, même des cultures populaires, qui se développent de manière assez différente en Chine continentale et à Taïwan, et ce qui pousse donc la population à se sentir davantage peut-être taïwanais que chinois. Et est-ce que justement ces nouvelles générations qui se revendiquent plus taïwanais vont essayer ou essayent de un peu se détacher de cette culture chinoise, ou en tout cas moi j'avais vu le terme déciniser, on va dire, le Taïwan. Est-ce qu'il y a un vrai processus pour, on va dire, affirmer sa souveraineté culturelle ou quelque chose comme ça, ou justement ils vont assumer cette double identité, on va dire, pour certains? Alors je dirais qu'à Taïwan, il y a un processus d'affirmation de l'identité taïwanaise, et où je dirais même des identités taïwanaises, puisqu'il y a l'identité des Taïwanais, par exemple ceux qui sont là depuis le XVIIe siècle, mais je dis les identités plurielles, puisque c'est aussi mieux valoriser, mieux promouvoir les cultures indigènes à Taïwan, par exemple. Donc justement, c'est de reconnaître qu'en fait Taïwan est pluriel et que c'est la force aujourd'hui de Taïwan. Ça, c'est ce qui est mis en œuvre particulièrement par le parti au pouvoir actuellement, le Parti démocrate progressiste, qui est au pouvoir depuis 2016. Parce que c'est un parti politique qui revendique davantage l'identité taïwanaise que le parti d'opposition, le Kuomintang ou le KMT, qui est lui un parti qui a été fondé en Chine continentale, qui est donc le parti nationaliste, mais nationaliste au sens d'une identité plutôt chinoise que taïwanaise. Donc aujourd'hui, il y a une promotion de l'identité taïwanaise qui ne veut pas nécessairement dire l'éradication de l'identité ou de la culture chinoise. Encore une fois, il y a certains éléments de la culture chinoise qu'on ne pourra pas, en tout cas qui serait probablement vain de vouloir supprimer, comme sur le plan de la langue ou de la religion par exemple. Ok, super. Ou de la gastronomie. J'ai pas mentionné ça. C'est très commun. La gastronomie est très commune, même s'il y a des spécificités bien sûr à Taïwan. Mais c'est vrai qu'en plus avec les vagues d'immigration à la fin des années 40 à Taïwan, une immigration qui venait beaucoup du Fujian, mais aussi du reste de la Chine, et bien en fait les troupes de Chiang Kai-shek ont importé à Taïwan l'ensemble de la gastronomie chinoise. La deuxième question très pratique qu'on peut poser, eh bien ça concerne le fonctionnement interne de l'île. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer Taïwan comme de fait, de facto, indépendante? Alors la question de l'indépendance ou de la souveraineté de Taïwan est un débat un peu sans fin, puisque c'est une question d'interprétation. Est-ce qu'on interprète au vu du droit interne taïwanais, au vu du droit international, au vu de la reconnaissance de Taïwan sur la scène internationale? Tout ça est assez compliqué. Mais en fait, de manière assez simple, on pourrait dire que, et puis il y a un consensus en fait autour de ça, c'est que sur le plan de fait, factuellement, on dit aussi en droit de facto, Taïwan peut être considéré comme un État indépendant, puisqu'en fait il fonctionne exactement comme un État indépendant, comme un État qu'on peut observer autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a une population, il y a un gouvernement,
il y a un parlement, il y a donc c'est même une démocratie très fonctionnelle puisqu'il y a la séparation des pouvoirs, il y a un gouvernement, un président qui est élu, une assemblée nationale qui est élue, il y a une armée, il y a un drapeau, il y a une hymne, voilà, il y a un système éducatif, un système énergétique, etc., une monnaie locale, et donc ça fonctionne exactement comme n'importe quel État fonctionnel à travers le monde. Donc de fait, on pourrait dire que Taïwan fonctionne de manière indépendante. Maintenant, sur le plan juridique, sur le plan intérieur, pareil, Taïwan repose sur une constitution qui est validée, qui fait fonctionner, qui gouverne les institutions à Taïwan. Et donc, a priori, sur ce plan-là, on peut considérer Taïwan comme un État indépendant. Et enfin, dernier point et l'un des principaux arguments de certains, eh bien, ça concerne la reconnaissance internationale de Taïwan, qui est très légère, et qui montrerait en gros la véracité des propos tenus par le député, notamment car la France tiendrait à peu près la même position. Alors en effet, Taïwan est reconnu seulement par 12 pays. Les États-Unis ou les pays de l'Union européenne, par exemple, qui ont toujours pourtant été de fervents soutiens de l'archipel, ne reconnaissent pas Taïwan. Mais alors, est-ce qu'ils peuvent réellement faire autrement? Et surtout, est-ce que ça signifie qu'ils défendent une Taïwan chinoise? Finalement, ce qui pose problème, c'est que Taïwan a une très très faible reconnaissance internationale. Aujourd'hui, seulement 12 États à travers le monde, donc quand je dis 12 États, c'est 12 États membres des Nations Unies, reconnaissent Taïwan comme un État souverain. Et donc cette très faible, sur à peu près 193 États dans le monde, seulement 12 reconnaissant Taïwan, certains considèrent que Taïwan ne peut pas être un État puisqu'il n'est pas reconnu par ses pairs, par les autres États de la communauté internationale. Mais en termes de droit international, la reconnaissance ne vaut pas validation pour être un État. Okay. Donc il n'y a rien dans le droit international qui dise vous êtes un État à condition que vous soyez reconnu par les autres. Donc tout ça est compliqué. La Chine populaire, donc la Chine continentale, va dire que Taïwan est une part inaliénable de son territoire. Certes, un territoire qui est rebelle, qui a fait sécession à un moment, etc. Mais que dans la mesure où très très peu d'États, et puis en tout cas les grandes puissances internationales n'ont pas de relation officielle avec Taïwan, eh bien Taïwan n'est pas membre de la communauté internationale. La Chine se base aussi sur ce qu'elle appelle le principe d'une seule Chine. De fait, tous les États du monde, sans exception, ont des relations ou bien avec Pékin ou bien avec Taipei. Et on ne peut pas avoir des relations officielles avec les deux parties du détroit. Et donc si vous avez des relations avec l'une des parties, l'autre va rompre ces relations-là. Et donc la Chine revendique un principe d'une seule Chine, c'est-à-dire que tous les États qui reconnaissent Pékin, la République populaire de Chine, comme la seule et unique Chine, considèrent que Taïwan fait partie de la Chine. Or, en Europe par exemple, mais c'est vrai aussi aux États-Unis, c'est vrai dans beaucoup de parties du monde, nous ne souscrivons pas au principe d'une seule Chine, mais nous revendiquons une politique d'une seule Chine. Alors ça peut paraître jouer sur les mots, mais il n'y a pas un petit double discours entre ce qu'on veut afficher un peu dans la tête dans l'idée occidentale, démocratique, etc. Et puis en face de la Chine, on va essayer de ne pas les froisser ou en tout cas de ne pas les heurter. Il y a sans doute de la réelle politique là-dedans, mais il y a aussi un problème très pratique, c'est qu'on ne peut pas avoir des relations avec les deux, même si on le souhaitait. Puisqu'encore une fois, si vous reconnaissez la République de Chine à Taïwan demain matin, la République populaire coupera tout lien avec vous, et vice-versa. Donc ce n'est pas possible d'avoir une relation avec les deux. En revanche, on n'est pas obligé de souscrire aux éléments de langage, à la théorie qui nous est imposée par Pékin. De dire qu'il y a une seule Chine, reconnaître une seule Chine, ça veut dire que Taïwan en fait partie. La France, par exemple, ou l'ensemble des pays européens, à l'exception du Vatican, puisque le Vatican reconnaît Taïwan, mais sinon l'ensemble des pays de l'Union européenne, par exemple, suivent avec quelques nuances, mais la politique d'une seule Chine. C'est-à-dire que de facto, ce n'est pas... Là, pour le coup, ce n'est pas des éléments de langage. Nous reconnaissons une seule Chine et c'est la République populaire de Chine. En revanche, la politique d'une seule Chine reste indéterminée sur le statut de Taïwan. Dire que nous reconnaissons une seule Chine ne dit rien sur ce que nous reconnaissons à Taïwan. Et de fait, l'ensemble des pays européens, et la France notamment, a des relations avec Taïwan, mais elles ne sont pas officielles.
nous avons une représentation, nous avons un bureau de représentation français à Taipei, tout comme Taïwan a un bureau de représentation de Taipei en France à Paris. Et donc nous avons des relations économiques, nous avons des relations culturelles, nous avons quelques relations politiques, mais extrêmement faibles, puisque justement nous ne pouvons pas entretenir de relations officielles avec Taïwan. Donc toutes ces relations économiques, etc., sont officieuses. Alors les relations commerciales sont tout à fait officielles, hein. Il y a des transactions. Et ça ne contrevient pas à l'idée de la politique d'une seule Chine? Non, parce que le commerce est libre et parce qu'il est possible de faire du commerce avec tous les territoires du monde. Il n'y a pas besoin d'être un État pour faire du commerce ou d'être un État reconnu pour faire du commerce. Il n'y a pas besoin d'avoir des relations diplomatiques pour faire du commerce. Et puis un élément peut-être important justement sur ces concepts et ces nuances et aussi une certaine réécriture ou réinterprétation de l'histoire et du droit international, c'est qu'en 1971, en octobre 1971, Taïwan a été contraint de quitter l'Organisation des Nations Unies, l'Assemblée Générale en particulier, et c'est la République populaire de Chine, de Pékin, qui a pris la place de Taïwan à l'Assemblée Générale de l'ONU et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc il y a eu une résolution de l'Assemblée Générale de l'ONU pour valider justement l'expulsion. Alors cette résolution, elle s'appelle la résolution 2758 d'octobre 71, et en fait cette résolution d'un petit paragraphe ne mentionne pas Taïwan. Le terme Taïwan ou République de Chine n'est pas mentionné. Ce qui est mentionné, c'est les hommes de Chiang Kai-shek. Les représentants de Chiang Kai-shek sont expulsés de toutes les institutions onusiennes, et c'est la République populaire de Chine qui prend cette place-là. Mais donc, la résolution 2758 de 1971 ne se prononce pas sur que devient Taïwan. Ne dit pas « et Taïwan revient à la Chine » par exemple. Et donc aujourd'hui, la Chine revendique et essaie de convaincre une grande partie de la communauté internationale que cette résolution 2758, qui a été votée à une très très grande majorité et qui est reconnue aujourd'hui comme du droit international, est un acte légal qui fait dire que Taïwan appartient à la Chine, alors que ce n'est pas le cas. Noir sur blanc, dans le texte, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas non plus ce que reconnaissent et ce que revendique une grande partie de la communauté internationale aujourd'hui. Très directement, il n'y a pas de contrôle de la République populaire de Chine, donc de Pékin, sur Taipei, sur Taïwan. Puisque, je l'ai dit, le commerce taïwanais est autonome, l'industrie taïwanaise est autonome, les lois taïwanaises sont votées par les représentants, par les députés taïwanais, etc. Donc il n'y a aucun contrôle direct de la Chine sur Taïwan. En revanche, indirectement, la Chine fait tout son possible, met tout en œuvre pour limiter l'exposition internationale de Taïwan. C'est-à-dire que Taïwan a un réseau diplomatique, une poignée d'États dans le monde qui reconnaissent la République de Chine, Taïwan, et la Chine s'efforce de retourner ces États-là pour qu'ils rompent leurs relations avec Taïwan au profit de relations avec Pékin. Et ça fonctionne, puisque ces 6 dernières années, par exemple, Taïwan a perdu encore 4 alliés diplomatiques. Qui ont coupé leurs relations officielles avec Taipei et qui ont ouvert des ambassades à Pékin, et donc qui ont créé des relations diplomatiques avec Pékin. Alors, c'est pas la surface internationale de Taïwan ne se résume pas simplement à des alliés diplomatiques, c'est-à-dire des relations officielles. Le fait est que Taïwan, aujourd'hui, a des relations non officielles, mais très denses, avec une très grande partie de la planète, et notamment parce que Taïwan est un petit pays, un peu moins de 24 millions d'habitants, sur un territoire à peu près aussi grand que la Belgique, mais est une grande puissance technologique. Et donc en fait, par sa force industrielle, Taïwan est indispensable pour toutes les grandes puissances technologiques du monde, y compris pour les industries européennes, mais aussi pour les États-Unis, pour le Japon, pour la Corée, etc. Puisque Taïwan produit, et notamment son entreprise championne mondiale, TSMC, produit des semi-conducteurs, les semi-conducteurs les plus performants au monde, qui sont par exemple très utiles dans l'intelligence artificielle, qui est vraiment la compétition mondiale actuellement. Et donc elle fournit ces puces, ces semi-conducteurs,
à toutes ces industries qui permettent de construire des véhicules électriques ou pas que électriques d'ailleurs, qui permettent de construire aussi de l'industrie d'armement, des systèmes de guidage pour les missiles, des avions de combat, des ordinateurs, des smartphones, etc., des ordinateurs quantiques. Et donc, Taïwan a cette puissance-là et donc commerce a des relations extrêmement denses avec un grand nombre de pays et particulièrement en Europe. Mais par exemple, via des manœuvres un peu militaires, on essaye de mettre la pression sur Taïwan, sur l'île. Exactement. Donc sur les moyens de pression, la Chine a différents leviers, différents modes d'action. Je viens d'évoquer le mode d'action diplomatique, c'est-à-dire que la Chine essaye de limiter le réseau diplomatique et de réduire le réseau diplomatique de Taïwan. Il y a aussi une méthode économique. La Chine régulièrement fait des pressions économiques, donc des mesures de coercition. Par exemple, en jouant sur les visas, pour réduire le nombre de touristes chinois continentaux qui vont à Taïwan, ou alors en réduisant certaines importations de fruits, par exemple. Donc il y a toutes sortes de pressions économiques pour essayer de contraindre l'économie taïwanaise, faire pression sur la population et que la population fasse pression sur le gouvernement. Il y a aussi des pressions militaires et qui se sont très fortement accentuées depuis 2020 et encore plus depuis 2022 puisque, et on l'a vu fin décembre, les derniers jours de décembre 2025, la Chine a de nouveau lancé un exercice de grande envergure militaire d'encerclement de Taïwan. Donc c'est vraiment la simulation d'un encerclement pour provoquer un blocus et empêcher l'approvisionnement de Taïwan, par exemple sur le plan énergétique, Taïwan étant totalement même, dépendant des approvisionnements extérieurs pour son énergie domestique. Et puis peut-être un dernier levier d'action que la Chine utilise beaucoup, au-delà du militaire, c'est un levier qui est plus informationnel, voire hybride, c'est-à-dire c'est de la désinformation, des attaques cybernétiques et de la désinformation dans les médias, sur les réseaux sociaux, des fake news, etc., pour essayer d'appuyer sur les clivages au sein de la société taïwanaise, entre justement sur la question identitaire, sur la question politique, et de créer une polarisation très forte. Okay. Et oui, non, juste ces manœuvres militaires, par exemple, le fait d'encercler, etc., de simuler en tout cas une attaque ou une invasion, pour l'instant, c'est de la pure intimidation. C'est quoi l'objectif concret de ces simulations ? C'est donc les simulations militaires, ces exercices d'encerclement, je pense, ont plusieurs objectifs. Un des objectifs, c'est effectivement l'intimidation de la population, l'intimidation du gouvernement pour montrer finalement la détermination de la Chine à utiliser l'option militaire si elle en est contrainte. Donc il y a une dimension intimidation, mais finalement c'est même pas celle la plus importante pour moi. Faire ces exercices-là, il y en a eu 7, ces exercices de grande ampleur, il y en a dans la région, là il y en a eu 7 depuis août 2022. Et à mon sens, ce sont ce qu'ils sont, des exercices. Et des exercices, c'est très important pour une l'armée chinoise qui n'a pas combattu depuis 1979. Eh bien, il est très important de s'entraîner, de s'exercer, d'être capable d'interopérer, c'est-à-dire de travailler conjointement entre armées, entre l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, la force des missiles par exemple. Et donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que ce n'est pas simplement de la gesticulation, ce n'est pas simplement que la Chine veut montrer les muscles, c'est qu'elle se prépare à une éventuelle opération future. Et puis il y a peut-être aussi encore un objectif qui est d'intimider le reste de la communauté internationale et aussi de faire pression sur l'armée, pression au sens matériel sur l'armée taïwanaise, puisqu'à chaque fois que la Chine patrouille dans les environs de Taïwan, eh bien l'armée taïwanaise doit réagir. À chaque fois qu'il y a des incursions aériennes proches de l'île principale de Taïwan, l'armée de l'air taïwanaise doit réagir, doit envoyer des chasseurs, et donc c'est extrêmement coûteux et ça fatigue, ça use les matériels très vite. Peut-être une petite dernière question. Oui, c'est une question un peu actuelle avec ce qui s'est passé du coup au Venezuela et la capture du dirigeant de Nicolas Maduro. Donc il y a beaucoup de comparaisons qui ont été faites sur alors si on laisse les États-Unis faire ça, qui va empêcher la Chine de faire pareil avec Taïwan? Est-ce que vous pensez que réellement...
Alors ma caméra a coupé, je ne sais pourquoi, mais en gros ma question c'était de savoir si cette opération américaine au Venezuela pouvait motiver la Chine à passer à l'action concernant Taïwan. Là, la question principale, c'est que la question est, est-ce que la Chine a les moyens aujourd'hui d'attaquer Taïwan? Et à mon avis, le calcul à Pékin n'a pas changé significativement depuis la capture de Maduro par Donald Trump. Pourquoi le calcul n'a pas fondamentalement changé? Parce que la Chine n'a toujours pas l'ensemble des capacités militaires pour envahir Taïwan, même si elle les acquiert de manière extrêmement rapide. On a toujours des doutes sur la capacité opérationnelle de l'armée chinoise, et surtout, la Chine a toujours des doutes sur la détermination des États-Unis à défendre ou non Taïwan. C'est la politique américaine depuis de nombreuses années, depuis 1979, ce qu'on appelle l'ambiguïté stratégique. Est-ce que les États-Unis vont défendre Taïwan en cas d'invasion par Pékin? Et ça, on aurait pu penser que Trump était isolationniste, était non-interventionniste, c'est ce qu'on a beaucoup pensé dans les premières semaines, dans les premiers mois de son mandat. Finalement, que Donald Trump était un deal maker, qu'il serait peut-être même capable de vendre Taïwan pour un bon deal avec la Chine. Et là, finalement, on a un nouveau visage de Donald Trump qui apparaît, qui est un visage extrêmement interventionniste. Il a déjà bombardé l'Iran, il a attaqué le Venezuela. Au-delà même d'avoir attaqué et d'avoir renversé le dirigeant, il dit qu'il va prendre le contrôle du pays et prendre le contrôle de l'industrie pétrolière. Et donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas seulement une question de précaré, ce n'est pas seulement une question de sphère d'influence pour Donald Trump, c'est une question d'intérêt national, voire parfois même d'intérêt personnel. Et donc, Donald Trump sera peut-être, en tout cas je pense qu'il ne faut pas exclure cette hypothèse, qu'il soit capable de défendre les intérêts nationaux des États-Unis sans préoccupation du droit international partout dans le monde. Et si on considère, ce qui est mon cas, que Taïwan est un intérêt national majeur pour les États-Unis, pour la raison des semi-conducteurs que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi parce que Taïwan est sur une chaîne d'îles qui est en fait tout un dispositif de sécurité américain en Asie de l'Est. Les États-Unis, je le rappelle, ont une alliance de défense avec la Corée du Sud, avec le Japon, avec les Philippines. Ils ont des dizaines de milliers de troupes prépositionnées en Corée du Sud et au Japon. Ils ont la base de la 7e flotte qui est prépositionnée à côté de Tokyo. Et donc, Taïwan, finalement, est un élément, est un partenaire de sécurité. Ce n'est pas un allié, c'est un partenaire de sécurité, mais qui est extrêmement important dans l'ensemble du dispositif. Et si on enlève Taïwan, si la Chine récupère Taïwan, eh bien c'est l'ensemble du dispositif qui s'effondre. Et c'est la crédibilité américaine qui s'effondre dans la région. Et donc là, on entre dans un nouveau monde en fait, avec le Japon, la Corée du Sud, voire les Philippines qui ne peuvent plus compter sur l'allié américain, et les États-Unis qui voient la Chine finalement être une menace pour eux-mêmes, beaucoup plus proche, puisque désormais ils auraient un accès libre et ouvert sur l'océan Pacifique. Vous pensez que la Chine va passer à l'action ou pas, du point de vue personnel? Je pense que Xi Jinping est déterminé à être une sorte d'homme providentiel dans l'héritage de Mao Zedong, dans l'histoire de la Chine. Et donc Mao Zedong a unifié la Chine après la victoire contre les nationalistes. Il a conquis le Xinjiang, il a conquis le Tibet, donc il a récupéré le nord-est de la Chine. Et donc finalement, Deng Xiaoping avait trouvé un accord sur Hong Kong avec les Britanniques dans les années 80. Xi Jinping a entièrement remis la main de manière assez ferme et brutale sur Hong Kong. Et finalement, la dernière pièce manquante au puzzle, c'est Taïwan. Et Xi Jinping étant extrêmement ambitieux, extrêmement aussi belliqueux, hein, on le voit y compris dans sa diplomatie, mais aussi dans ses rapports de force avec le Japon, avec les Philippines, avec l'Inde, etc., pourrait vouloir, avant sa mort, puisque pour le moment il est en mesure de rester au pouvoir autant de temps qu'il le souhaite, en tout cas à moins tant qu'il n'y a pas de contestation du reste du Parti communiste, et donc il pourrait vouloir conduire en fait cette unification, y compris par la force, de son vivant. Et donc il n'a peut-être pas les moyens à très court terme, là, en 2026, mais d'ici la fin de la décennie, c'est probablement, il aura probablement les capacités. Merci beaucoup à Marc Julien d'avoir participé à la vidéo, et n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement pour ne rien rater des prochains extraits de l'interview et des sujets à suivre.